Bonjour à tous, et à toutes aussi, parce qu'il y a peut-être des femmes qui ont des 306 S16. Alors je dis peut-être, mais je sais qu'il y en a, donc j'en profite pour vous saluer. Bonjour, bonjour, et puis très bon choix d'avoir choisi la 306 S16 pour vivre votre passion, c'est super cool. Donc voilà, je vous salue. Dans la précédente vidéo sur le refroidissement, je m'étais pas étendu sur certains points, c'est volontaire, je voulais les aborder dans cette deuxième partie. Alors, on va commencer par le circuit complet du liquide de refroidissement. Je vous avais dit la dernière fois que lorsque le moteur commençait à chauffer, en fait le liquide de refroidissement circulait dans le bloc et la culasse. C'est pas tout à fait vrai. Il circule également jusque dans le radiateur de chauffage qui est dans l'habitacle. Donc voilà, le liquide de refroidissement emprunte ses deux durites, il y a une entrée, une sortie, et le liquide de refroidissement chaud passe dans un radiateur qui est dans l'habitacle, et c'est comme ça qu'en fait on a de la chaleur dans son habitacle l'hiver quand il fait froid. Ensuite, une fois que le liquide de refroidissement il a atteint une certaine température, vous avez une vanne là-dedans qui s'appelle un thermostat, et qui va s'ouvrir. En général, il s'ouvre à une température qui est aux alentours de 80 degrés. Voilà. En pièce d'origine ou en après-vente, généralement c'est 83 degrés. Donc une fois que le liquide de refroidissement a atteint cette température, le thermostat là-dedans il va s'ouvrir et il va permettre au liquide de refroidissement d'emprunter cette durite supérieure pour aller se rendre dans le radiateur. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je vais revenir sur la prise verte qui est ici. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit, je ne savais pas trop quoi elle servait. J'ai eu la réponse, c'est quelqu'un d'un forum qui me l'a donné, donc je le remercie, c'est Damiano. En fait, cette prise verte, elle est reliée au calculateur moteur. En fait, grâce à cette prise verte, le calculateur sait en temps réel la température du liquide de refroidissement et en fait permet d'adapter tout un tas de paramètres pour que le moteur soit en fonctionnement optimal, peu importe la température du liquide de refroidissement. Voilà. Donc cette prise verte, elle est très importante parce qu'elle est en communication permanente avec le boîtier électronique. Voilà. Donc, si on reprend notre circuit d'eau, ou de liquide de refroidissement plutôt, une fois qu'il atteint une température trop élevée, ça s'ouvre et il se retrouve dans le radiateur. Un radiateur de voiture, c'est exactement le même principe qu'un radiateur dans votre maison. L'eau chaude arrive par le sommet du radiateur et en fait, elle ressort à l'opposé, tout en bas. On la voit, la durite de sortie ici. Donc, le radiateur permet au liquide de refroidissement de redescendre en température pour retourner dans le moteur à une température plus basse que ce qu'il n'était rentré au départ par ici. Voilà. Donc là, on a fait le tour complet du circuit de refroidissement de la voiture. Alors, on vient de voir le circuit complet du liquide de refroidissement. On va voir maintenant, en fait, on va parler de son niveau et puis d'un peu d'autres choses. Alors, pour qu'un moteur soit refroidi correctement, il faut que son niveau de liquide de refroidissement soit toujours le même. Voilà, c'est un circuit qui est complètement étanche, c'est un circuit fermé, donc il n'y a rien d'autre qui doit rentrer en contact avec lui. Alors, la 306 S16, voilà, elle n'a pas de vase d'expansion, comme on pourrait le trouver sur une 306 HDI ou d'autres voitures. Généralement, il est placé au-dessus du radiateur. Là, en fait, on va dire la réserve de liquide de refroidissement, elle est située dans cette espèce de partie-là qui est à côté du radiateur. Voilà. Donc, moi je vais vous montrer le niveau. Hop, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, ici. Moi, mon niveau, je le maintiens ici. Voilà, je sais pas vous. Moi, je trouve qu'il est plutôt bien comme ça. Voilà, un peu en dessous, on va dire 1,5 cm en dessous du gros trait. Voilà. Bon, moi, je l'ai laissé à ce niveau-là. Il faut contrôler régulièrement votre niveau de liquide de refroidissement, toujours à froid, je précise bien sûr. N'ouvrez jamais ce petit bouchon là lorsque vous avez fait tourner votre moteur, sinon vous allez vous faire éclabousser le liquide de refroidissement bouillant. Donc il faut toujours l'ouvrir à froid. Il faut contrôler régulièrement ce niveau. Si le niveau baisse, c'est que forcément vous avez une fuite. Alors, une fuite, on peut la déceler simplement, il suffit de regarder au niveau des raccords d'eau, donc à la sortie, à l'entrée, au niveau de votre boîtier d'eau, peut-être la pompe à eau. Voilà, c'est assez facile de déceler ce genre de fuite. C'est un petit peu plus délicat lorsqu'elle a lieu dans le radiateur de chauffage, parce que généralement, on s'en aperçoit pas tout de suite, on s'en aperçoit quand c'est trop tard. Des fois, on a des gars qui ont les 306 qui disent « Ah là, j'ai de l'eau dans ma voiture, au niveau des moquettes, dans le tableau de bord, tout ça ». Là en général c'est que c'est le radiateur de chauffage qui est percé et là ça veut dire qu'il faudra enlever votre tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage. Voilà.
On peut avoir d'autres fuites qui sont un petit peu plus vicieuses, on va dire, parce qu'elles engendrent des réparations plus importantes. Vous pouvez avoir des fuites au niveau de votre culasse, et plus précisément au niveau du joint de culasse. Le joint de culasse, il fait la jonction entre le bloc moteur et la culasse. Pour faire simple, vous pouvez avoir de l'eau qui peut s'échapper. Votre joint de culasse peut être défaillant, il peut y avoir, on va dire, une fissure. Eh ben, il y avait le joint de culasse qui était pété! Et en fait, l'eau, le liquide de refroidissement peut s'échapper. Alors, si on a de la chance, il s'échappe à l'extérieur de la culasse et ça coule le long du moteur et on peut le déceler assez facilement. Sinon, ça peut être un peu plus vicieux et en fait, le liquide de refroidissement peut se mélanger à l'huile et vice versa forcément. Donc en fait, il faut régulièrement contrôler son niveau de liquide de refroidissement et son niveau d'huile et également vous vérifier l'aspect du liquide de refroidissement et l'aspect de l'huile. Si vous avez une huile qui commence à se colorer, tout ça, à changer un peu d'aspect, et pareil pour le liquide de refroidissement, c'est qu'il y a un échange entre ces deux éléments-là qui se fait au niveau du joint de culasse. Alors, le joint de culasse, ça peut faire peur aux gens, on dit « Oh là, joint de culasse, mon moteur, il est fichu ». Non, pas toujours en tout cas. C'est-à-dire que si vous constatez un problème comme ça au niveau de votre huile ou au niveau de votre liquide de refroidissement, il faut le faire tout de suite. Ça, c'est pas très très grave. C'est-à-dire qu'on va simplement déculasser, on va changer votre joint de culasse. Alors malheureusement, il faudra changer la distribution. Oh, bah dis donc, il y a du boulot, hein. Mais bon, on n'a pas le choix. On referme tout ça et puis le problème est réglé. Si vous décidez d'attendre... Mais on roule pas avec un joint de culasse pété! Vous jouez avec le feu parce que potentiellement votre moteur peut chauffer et puis ça peut vriller les culasses. Après, ça veut dire les emmener en rectification, patati, et puis ça augmente les réparations. Mais vous le saviez qu'il était pété? Mais vous le saviez qu'il était pété? Je vais vous montrer une photo pour vous expliquer un petit peu. Donc on va voir en fait le sommet d'un bloc moteur de 306 S16 et on s'aperçoit qu'en fait l'eau et l'huile passent vraiment proches les uns des autres. Et on s'aperçoit également que ces deux éléments-là, l'huile et l'eau, passent aussi pas loin des cylindres. Donc en fait, c'est autant d'endroits qui peuvent subir des petites fissures au niveau du joint de culasse, et puis ça peut s'échapper. Vous pouvez avoir un autre problème aussi, c'est que le liquide de refroidissement, il parte dans les cylindres. Donc si c'est à toute petite dose au départ, lorsque votre joint de culasse commence tout juste à devenir défaillant, vous avez une toute petite quantité d'eau, une infime quantité d'eau qui va partir dans le moteur et le moteur va les avaler en fait, va les brûler petit à petit. Donc votre niveau de liquide de refroidissement va baisser gentiment, votre moteur va les avaler, mais vous ne verrez pas spécialement de fumée à l'échappement. Votre température de fonctionnement moteur va être tout à fait normale. Et puis un beau jour, votre moteur va chauffer, puis la fissure va devenir plus importante encore, et là vous allez avoir des fumées à l'échappement. Et là, généralement... Le chef d'atelier dit que vous nous faites chier. Donc voilà, c'est hyper important de bien contrôler en fait son huile et son liquide de refroidissement, le niveau, l'aspect de ces deux produits-là, parce que ça vous permettra d'identifier s'il y a une défaillance au niveau du joint de culasse ou pas. Ben oui, mais un joint de culasse pété, faut bien qu'on le remplace. Ben oui, mais un joint de culasse pété, faut bien qu'on le remplace. Je voulais revenir sur un dernier point dans la culasse. Si vous avez une fissure au niveau de votre joint de culasse, le liquide de refroidissement peut entrer en contact, le circuit de refroidissement en fait peut rentrer en contact avec un des cylindres. Et là, à ce moment-là, ça peut être vraiment problématique parce que il y a une partie de la pression d'un cylindre qui va se retrouver dans le circuit de refroidissement. Et lui, il n'est pas prévu pour encaisser autant de pression. Et donc ça peut générer des fuites beaucoup plus importantes ou même carrément vous déglinguer une durite de refroidissement. Donc ça serait dommage d'en arriver là. Donc voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, en fait c'est la purge. Parce que comme je le disais tout à l'heure, un circuit de refroidissement de voiture, c'est exactement comme un chauffage d'une maison. C'est un circuit fermé dans lequel il ne doit pas y avoir d'air. Donc pour ça, ils ont prévu deux petits endroits qu'on va voir juste après. Alors, une purge, comment ça se fait ? Comment on procède pour faire une purge? Alors d'abord, il faut démarrer votre moteur, forcément. Alors, à titre indicatif, je pense que sur cette voiture-là, il faudra bien le laisser tourner au ralenti un bon quart d'heure déjà, un bon quart d'heure, 20 minutes, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Comment on peut savoir à quel moment
on peut démarrer à faire sa purge? Ben, tout simplement, il faudra attendre que le thermostat, lui, se soit ouvert pour faire aller dans le radiateur le liquide de refroidissement. Le bon indicateur, mais je mettrai un petit point d'exclamation là-dessus. Je pense que vous pouvez tout simplement attendre que votre voiture déclenche ses ventilateurs en première vitesse. Ça voudra dire que votre liquide de refroidissement aura atteint 95 ou 100 degrés. Voilà, donc, bon, je le précise, c'est dans le cas où effectivement votre système de ventilation fonctionne. Parce que s'il ne fonctionne pas, voilà, il faudra absolument pas se fier à au ventilo, parce que de toute façon ils marcheront pas. Voilà, donc voilà, vous prenez pas de risque si vous attendez le premier déclenchement. Si arrivé au premier déclenchement, vous pouvez commencer à faire votre purge. Alors, il y a une première vis de purge qui est ici, hop, on la voit, elle ressemble à un petit bouchon de valve, voilà. Et ben, une fois que tout ça est bien chaud, on l'ouvre un petit peu, donc il faut pas oublier de mettre la chaleur de votre chauffage dans l'habitacle à la température maximum, et puis on ouvre un petit peu, on referme, on ouvre un petit peu, on referme, jusqu'à temps qu'il y ait plus d'air, qu'on entende qu'il y ait plus d'air qui sort de ce petit bouchon. Voilà, donc ça peut faire des petites bubules ou juste de l'air, ou voilà. Et donc s'il y a que de l'eau qui sort, et ben voilà, c'est que à ce niveau-là, en tout cas, c'est bon. Hop. Et ensuite, il y a un deuxième endroit. Voilà, c'est ici, c'est ce petit robinet qui est ici. Donc bah là, pareil, on recommence. Il suffit de le tourner de à peine un quart de tour ou un quart de tour au maximum. Et là, c'est pareil, on écoute s'il n'y a pas un petit peu d'air ou des petites bubules qui s'échappent. Et on fait ça autant de fois que nécessaire jusqu'à temps qu'il n'y ait que du liquide de refroidissement qui sorte d'ici. Voilà. Comment savoir si potentiellement il peut y avoir de l'air dans votre circuit de refroidissement? Une fois que votre moteur est bien chaud, cette durite là elle va bien se ramollir, elle va être plus facile à appuyer comme ça, mais si vous la sentez vraiment dure ou assez gonflée, c'est que forcément il y aura de l'air dans votre circuit. Voilà. Et une fois que vous aurez ouvert un petit peu ici, tout de suite vous allez sentir, elle va devenir plus flexible, plus molle, et ça veut dire que le circuit sera redescendu en pression. Voilà. Bon, bah, j'espère que je vous ai pas dit de conneries dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que pour vous ça se passera bien, que votre 306 ne chauffera pas trop. Après tous ces conseils, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour voilà, contrôler votre circuit de refroidissement, éventuellement prévenir de certains problèmes qui pourraient apparaître avec le temps, parce que bah, c'est quand même des autos qui commencent à être anciennes, donc bah, c'est des choses qui peuvent arriver sur ces voitures. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.